nous sommes en direct sur Instagram, à la librairie. Bonjour Instagram. Pour parler du nouveau roman d'Estelle Faye qui est sorti hier, La dernière Amazon. Il est sorti aux éditions Rajo, il est tout beau. Il n'y a que l'édition Reliée, il est tout beau. Et il y a des cartes à l'intérieur. Oui, il y a des cartes à l'intérieur. Moi, je n'avais pas de cartes, c'est bien. Ah bah oui, mais c'était pas encore fini quand t'as vu le... Non, mais bon, ça va, hein. Je suis sortie sans les cartes. Elles sont belles, les cartes. Les cartes à l'intérieur, c'est important. Donc, on va commencer par parler simplement de l'idée de départ. Comment c'est venu? En fait, l'idée de départ, c'est le deuxième que je fais avec l'équipe de Rajo, que j'adore, qui est super cool. Premier sur la table. Voilà, l'équipe de Rajo. Et en parlant donc avec Muriel, l'éditrice de Rajo, on parlait de faire un roman de mythologie grecque. Et j'adore la mythologie grecque depuis que je suis toute petite. Mais justement, ça m'impressionnait un peu, je savais pas trop encore comment y aller et tout ça. Et on a beaucoup discuté avec Muriel, et puis peu à peu, il y a l'idée qui est venue. Donc voilà, donc ayez de bonnes éditrices, ça aide. Voilà. L'humaine, tu sais ce qu'il te reste à faire plus tard. Tout donné. Exactement. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'était de prendre la mythologie grecque, évidemment d'un point de vue de femme, d'héroïne. Mais il y a déjà beaucoup de réécritures, en fait, d'héroïnes et de mythologies qui ont été faites. Et là, c'était plus de faire une aventure originale à la fin de l'âge des mythes. Donc, on est après la guerre de Troie, on est à l'époque, voilà, on est bien après le Minotaure. D'ailleurs, Thésée est mort. On est à une époque où les dieux marchent moins dans le monde. Certains disent qu'ils sont un peu en train de l'abandonner. Donc, tous les grands mythes, ils sont passés, en fait. Et qu'est-ce qui reste derrière? Et évidemment, il reste toutes ces histoires extraordinaires, et en général, des histoires avec des héros, hommes, courageux, justes, etc., qui vont combattre des monstres. Et donc là, on a une jeune fille qui vit à Athènes, dans les bas-fonds du Pirée, et qui, elle, va se retrouver à parcourir ce monde et à rencontrer justement tout ce qui reste de ces mythes et de ces légendes, et de s'apercevoir que peut-être un peu la manière dont on présente les mythes, elle est légèrement biaisée. Voilà, et c'était plus en fait, disons, l'idée de faire une grande fresque globale sur la fin de l'âge des mythes, parce que j'adore les romans qui font voyager, parce que j'adore les romans où on croise plein de personnages. Et puis aussi, il y a quelque chose que j'avais très envie de faire. Et ça, j'ai pu le faire aussi avec ce roman pour la première fois. C'est que donc notre héroïne va rencontrer des gens avec qui personne va la partir à l'aventure. Et simplement, là, j'ai fait un groupe que de femmes, de tous les âges, de tous les parcours, avec des personnalités bien trempées, parce qu'il y a... Alors, après, il y a par moment un mec qui les rejoint. Voilà, quand même, on n'est pas fermé. Mais c'est vrai qu'on voit souvent, finalement, dans les films, dans les livres, ce qu'on appelle des all male cast. C'est-à-dire, il y a un groupe que de mecs qui vont à l'aventure, et puis on dit oui, non mais c'est normal, c'est parce que ça se passe dans l'Ouest profond, dans une base en Arctique, dans un commissariat, on n'en sait rien, mais il y a toujours une bonne raison, quoi. Et parfois, il y a une femme dedans. Wouh. Voilà. Il y a des très bons livres et des très bons films comme ça, mais quand même, il y en a beaucoup, et l'inverse, c'est moins courant. Donc voilà. Je me suis fait plaisir, l'inverse. Faut se faire plaisir quand on écrit. Oui. Et donc, on s'est pas mal éloigné de clichés. On commence déjà par la figure de l'Amazone, qui n'est pas tout à fait celle qu'on nous montre habituellement. Ben en fait, ce que j'aime bien quand je fais du... Alors, si vous m'entendez pas au fond, vous le dites au fait. Ok, super. Mais quand je parle de base historique ou de mythe ou de mythologie existante, ce qui m'intéresse souvent, c'est de creuser un peu et de revenir à l'origine. À l'origine des mythes, de revenir aussi, mine de rien, aux dernières découvertes accessibles en histoire, pour aller au-delà des clichés qu'on a et qu'on a depuis longtemps dans la tête. Et par exemple, ça c'est un petit détail, mais au début on est à Athènes, et l'image qu'on a d'Athènes, c'est souvent la grande ville de marbre blanc, de dorure et tout ça. Sauf qu'en fait, les cités grecques à cette époque, elles sont pas blanches. Elles sont peintes, les statues sont peintes, c'est des villes en couleur. Voilà, et c'est à chaque fois, pour les mythes, c'est pareil, de revenir un peu à cette histoire première des mythes, en fait. Sans les couches et les couches de vulgarisation qu'on a mis dessus. Et finalement, l'histoire première des mythes, elle est souvent beaucoup plus âpre, mais elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus complexe aussi. Et donc ça, c'était ce que je voulais faire. Voilà. Donc on a une carte et c'est super utile parce que c'est vrai qu'on oublie parfois à quel point le parcours de l'Odyssée, c'est pas juste le petit tour de la mer Égée, hein, il se balade beaucoup. Et là, on va avoir pareil. C'était vraiment un but de faire aussi large, pas juste un petit tour autour de la Grèce. Parce qu'on parle de mythes grecs, mais on va loin. On va en Sicile, on va partout. En fait, de toute manière, les mythes grecs, tous les voyages des mythes grecs, ils vont par moments très loin. Et par exemple, l'une des localisations possibles des Amazones, parce qu'il y en a plusieurs, c'est du côté du Caucase.
Donc on n'est plus dans la petite main grecque quoi qu'on voit en carte. Mine de rien, l'une des localisations possibles d'une créature de légende que je ne nommerai pas ici pour pas tout déflorer, c'est sur les côtes africaines. Et donc, c'est un voyage qui va forcément pas se restreindre à 3 côtes autour de l'Attique et du Péloponnèse, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est de montrer un monde qui, mine de rien, va beaucoup plus vers l'Orient que ce qu'on a souvent en tête, en fait. Et c'est un monde où il y a des dieux qui voyagent quelque part entre la Grèce et la Perse, qui changent entre la Grèce et la Perse, mais c'est la même origine. Et c'est aussi de montrer ça, de montrer comment telle figure mythologique grecque, en passant du côté perse, elle change. Et il y a notamment un dieu grec que j'adore, qui est en ceux que je préfère travailler. Là, je peux faire un tout petit spoiler. Oui, parce que c'est pas gênant, spoiler, voilà. Mais notamment, il y a un parcours de dieux grecs que je trouve super intéressant. Alors, il y a des dieux perses, ou de plus loin, qui vont venir du côté grec, qui vont inspirer des figures grecques. Et il y a aussi un dieu grec qui va voyager, et qui va finalement aller jusqu'en Inde, en fait, même. Et celui-là, on le retrouve dans le livre. Et donc, est-ce que vous avez une idée du dieu grec? Plutôt cool pour un dieu, surtout pour un dieu mec, et qui va voyager jusqu'en Inde, et qui va s'implanter là-bas aussi. Un bon vivant, Dionysos. Ouais, voilà. Il y a vraiment une version indienne de Dionysos. Et donc, c'est aussi ça, mine de rien, que je voulais représenter. C'est un monde qui est plus large, plus divers, et oui, un peu plus aussi, un peu plus tourné vers l'Est que ce dont on a souvent idée. Et on voit bien au niveau des cartes. Et alors pour les cartes aussi, déjà l'illustrateur dont j'ai oublié le nom, mais très cool. Marmat, c'est Ouais. Mathieu. Et aussi les cartes, on les a travaillées avec Guilain, avec qui je travaille le texte chez Rajo. Et Guilain, il est méga pointu aussi bien pour travailler le texte de fantasy que pour le côté historique. Donc on a eu sur quel nom on mettait tout ça, sur quel point, des grandes discussions avec Guilain, c'était très cool. Il est en vacances, mais sinon. Voilà. Donc on l'a dit, on est chez Rajo, on est sur un titre à destination des grands ados. Et contrairement à ce qu'on trouve parfois, tu pousses vraiment certaines choses. On voit par exemple, je pense aux enfers, c'est vraiment un choix important, alors qu'on écrit pour les ados, d'aller aussi loin, de détailler autant, Mais en fait, de travailler la langue. Moi, ce que je vois, c'est que dans le young adulte maintenant, enfin, je sais pas s'il y a des fans de young adulte dans la salle. Un peu. Voilà. J'adore le young adulte parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un monde où il se passe des tonnes de choses. Où on peut faire des tonnes de choses et les lecteurs nous suivent. Et ça, c'est super cool. On peut vraiment expérimenter plein de trucs. Du moment, en gros, qu'on fait du vrai roman d'aventure avec des émotions fortes, avec, oui, des personnages ados qui vont avoir un chemin initiatique au centre, mais ça se réduit pas que à ça, en fait. Il y a plein de choses autour qu'on peut mettre. Et puis, de toute manière, être un ado et grandir et devenir adulte, c'est un des trucs les plus universels, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous passés par là. Sauf s'il y en a qui la jouent Benjamin Button, qui ont commencé vieux et qui finissent non. Et donc, c'est un truc super universel, qu'on peut voir de plein de façons différentes. Et en plus, ce que j'aime dans le young adulte, c'est qu'on fait vraiment des romans, déjà, qu'on aime écrire, enfin, en tout cas, moi, j'adore les écrire, et pour faire plaisir au lecteur, pour que vraiment vous puissiez entrer dedans hyper facilement, que ça vous fasse voyager, que ça vous fasse frémir, que ça vous fasse rêver. Et c'est des romans qui sont hyper forts en émotion, c'est des romans qui sont hyper forts en enjeux, c'est des romans aussi où, mine de rien, maintenant, il y a énormément de diversité. Chez Rajo, si vous ne l'avez pas déjà lu, il y a Sirène et l'oiseau maudit qui est là, qui est super bien. Je te conseille. Voilà. Et, ouais, et puis en plus, Yasmine, elle est géniale. Donc voilà, et ça, par exemple, c'est le young adulte aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire un monde qui a une immense vitalité et dans lequel on peut faire plein de choses. Mais justement, en faisant ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire des livres accessibles pour plein de lecteurs. Et aussi bien un lecteur qui veut juste trouver une aventure fun, qu'il fasse voyager, et puis parfois un peu frémir quand même, hein, parce que voilà, frémir un peu, c'est bien. Il va trouver ça. Et un lecteur qui va chercher aussi, mine de rien, un peu plus peut-être, donc de réflexion sur la place des femmes dans les mythes, sur la manière dont les vainqueurs écrivent l'histoire, la manière dont on a des versions parfois un peu tronquées du monde, il va trouver ça aussi. Et il y a toutes ces lectures-là qui sont possibles. Et ça, je trouve que c'est super cool. Et par moment, il y a peut-être un lecteur qui n'est pas un trop gros lecteur, qui va être là juste pour l'aventure. Et finalement, il va choper un peu plus que ce qu'il était venu chercher. Et voilà, et pour moi, c'est des romans, quand c'est bien fait, le young adulte, ça doit vraiment être
comme des grandes portes ouvertes sur plein de choses. Et puis vous venez et vous prenez ce que vous voulez prendre dedans en fait. Alors, l'héroïne du roman, elle va croiser de nombreuses figures mythologiques. C'est l'histoire qui t'a amené à les choisir celles-là, ou c'est tu avais envie de les mettre dedans et donc ça a fait l'histoire? Bah, c'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a des figures que j'avais vraiment envie de bosser, que j'avais vraiment envie de mettre dans une histoire un jour, et des figures justement, souvent dans les figures féminines ou des... Bonjour. Et donc dans les figures de la mythologie que j'ai choisies, c'était ça la question, aventure. Il y en a que j'avais vraiment envie de mettre dans un livre depuis super longtemps. Il y en a aussi qui sont souvent très maltraitées par les livres, par les films, qui donnent qu'une version très tronquée d'elles. Donc ça aussi, j'avais envie de les mettre pour avoir une version justement différente. Et qui donc, comme je disais tout à l'heure, reviennent plus aux sources du mythe aussi. Bon après, je veux dire, mes parents m'ont amené en Grèce quand je devais avoir à peu près ton âge la première fois. Voilà, et puis tout de suite, je suis tombée complètement fan d'Athéna, donc forcément, il fallait qu'elle soit dans le livre. Il y a aussi ça qui joue. Et puis, il y a des héros aussi dont on a retenu une très belle image. Et quand on creuse un peu leur histoire, bah, l'image, elle est peut-être pas si jolie. Et ça aussi, pareil, je voulais mettre dans le livre. Et comme à la base, je viens du théâtre et que j'adore le théâtre, oui, il y a aussi un peu des dieux qui ont un rapport avec le théâtre et des figures qui ont un rapport avec ça. Et il y a des monstres parce que j'aime les monstres. Est-ce qu'il y a une héroïne de la mythologie que tu aurais voulu mettre et que tu n'as pas pu l'intégrer à l'histoire? Non, là j'avoue, je me suis fait plaisir, j'ai vraiment mis l'essentiel. Ouais, voilà. Là. Après, Diana, c'est juste, tu vois, un petit clin d'œil. Voilà, parce qu'effectivement, les Océanides, j'allais pas faire forcément 10 000 chapitres dessus, même si j'adore les océans, donc j'aurais pu. Mais par moments, je me dis quand même, il faut que l'histoire elle soit équilibrée. Donc, mais oui, il y a essentiellement ce que je voulais mettre. Mais je voulais les mettre aussi pour une raison, qui est toujours cette histoire donc, de Lysia qui va à la fois découvrir qu'elle n'est pas celle qu'elle pensait être, et que mine de rien, les légendes ne sont pas non plus celles qu'on lui avait racontées. Donc il y a quand même une cohérence aussi derrière. Enfin, j'espère. Non, sinon les éditeurs me l'auraient dit. C'est ça justement, c'est comme mythologie, on a souvent plusieurs versions. Et là, tu as choisi de nous montrer surtout des femmes qui ont subi le courroux des dieux juste parce qu'elles ont dit non. Et on oublie souvent en fait qu'elles ont dit non juste. On est aussi sur un petit côté réhabilitation de... Parce que j'aime bien la vérité. Pareil là, quand je fais de l'historique aussi, en ce moment je suis en train d'écrire un roman historique. C'est de réhabiliter effectivement, ou en tout cas de remettre en avant des figures qui ont été un peu minorées ou un peu laissées au second plan de l'histoire. Et donc, ou au second plan des mythes. Et finalement, oui, les femmes dans la mythologie, en général, ça finit pas bien. Hein. Ça commence mal et puis ça finit très mal pour la plupart d'entre elles. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est pas simplement que des histoires tragiques, où là, c'est très triste. Il se passe d'autres choses, et mine de rien, effectivement, c'est des femmes qui refusent, c'est des femmes qui font leur chemin, c'est des femmes qui aussi ont des pouvoirs, qui par moments sont très peu mises en avant. Et par exemple, une figure que je tenais aussi à mettre dedans, bon, il y a aussi des endroits où j'avais super envie de voyager. Par exemple, j'avais super envie de voyager dans les ruines de Troie, parce que voilà, j'avais envie. Comme j'avais envie de passer dans les enfers. Mais Hélène de Troie, souvent, elle est réduite un peu à une cruche qui, en gros, se fait balader par les dieux entre Sparte, Troie. Enfin, voilà, elle est déplacée contre sa volonté. Sauf qu'il y a des versions où Hélène de Troie, c'est beaucoup plus que ça. Et Hélène de Troie, mine de rien, c'est une magicienne, où on dit que c'est une sorcière, elle a aussi ses propres pouvoirs. Et ça, on l'oublie un peu pour en faire juste une sorte de jolie femme-objet, figure de papier glacé, quoi. Voire carrément une femme un peu futile, alors qu'elle n'est pas un peu futile, c'est quelqu'un qui a toujours été victime, en fait, de ce que les hommes projettent sur elle. Et ça, c'est quand même important aussi à rappeler, et de rappeler qu'elle a sa propre personnalité. Et par moments, on efface un peu la personnalité des femmes dans les mythes, pour en faire juste un peu des jolies figures interchangeables, et ça, pareil, ça faisait partie des choses sur lesquelles j'avais un peu envie de revenir. Et donc, comme ça se passe à la fin, les mythes, on est parti aussi sur la fin de certaines histoires qu'on n'avait pas. Parce que les histoires, ça s'arrête dans les bouquins connus. Oui, il y a la chute de Troie, mais il arrive quoi après aux gens? Après, quelque chose qui est intéressant en parlant d'après les grands mythes, c'est qu'on est dans une zone un peu moins, codifiée, un peu plus floue de l'histoire en fait. Sur des personnages qui, pour certains, ont des trajectoires moins connues, ou cette partie-là de leur trajectoire est moins connue,
Et c'est là que, en tant qu'autrice, moi, je me suis fait un peu plaisir, en disant finalement, l'histoire, elle s'arrête là. Après, il y a plusieurs versions, parce que ce qui est devenu Hélène après 3, il y a plusieurs versions. Mais il n'y en a pas une qui fait vraiment autorité, il y a plusieurs versions. Donc là, on peut un peu jouer avec tout ça, en fait. Et c'est ça qui m'a amusée aussi, c'est de jouer avec tout ça, avec ces, comment dire, ces zones de flou un peu dans les mythes et qui, quelque part, sont là pour faire une sorte d'appel à l'imagination. Et j'ai bien aimé aussi. Avant qu'on lance le live, on a parlé un peu écriture. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la forme du roman, au niveau du rythme, du découpage. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel pour en faire une série télé. Est-ce que c'est le background qui fait ça, ou est-ce que c'est... messieurs, dames, adaptez-le. Parce qu'il y a comme des épisodes. En fait, ce que je voulais en tout cas, merci, parce qu'en tout cas, ce que je voulais, c'est clairement qu'il y ait une ambiance d'aventure un peu haletante, quoi. Et voilà, parce que oui, c'est un voyage, mais c'est avant tout une quête. Donc c'est avant tout une aventure. Donc je voulais ça à ce côté, vraiment. Il y a donc à chaque fois un peu de suspense et tout, à chaque fois comment elles vont s'en sortir. Et évidemment, la manière dont elles vont s'en sortir va causer de nouveaux problèmes, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc je voulais qu'il y ait ça. Je voulais qu'il y ait ce côté un peu, oui, action, aventure et tout, parce que par moments aussi, pareil, la mythologie, ça peut faire un peu... un côté un peu poussiéreux de nos cours de collège et tout, alors qu'en fait c'est plein d'action, c'est plein d'aventures, c'est plein d'intensité. Il y a une raison pour laquelle je suis fan de mythologie grecque depuis que je suis toute petite, c'est des super aventures, quoi. Et c'est un peu ça que j'avais envie de transmettre dans ce livre. Donc si ça passe, tant mieux. Ça passe. C'est bon, j'ai bien fait mon boulot. Donc quand on lit le livre, alors je pense que c'est différent suivant le niveau qu'on a en mythologie, parce qu'il y a des personnages qu'on reconnaît plus ou moins facilement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir envie d'aller plus loin. Est-ce que tu as des conseils de lecture pour les gens qui ont fini ça et qui veulent développer certains des mythes Bon, pas forcément sur ces mythes-là en particulier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu dans la salle, après plus en adulte. Donc pour les adultes dans la salle, si vous voulez lire sur la mythologie, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous jetez sur Madeline Miller parce que c'est trop bien. Je suppose qu'il y en a qui approuvent. Oui. Et si vous cherchez de la mythologie jeunesse, voire plus jeunesse parce que vous aimez la littérature jeunesse, ou vous voulez faire découvrir la mythologie à votre petit-neveu, votre petit frère, votre petite soeur et tout ça, vous vous jetez sur les livres de Fabien Clavel parce que c'est super cool. Voilà, et en plus, bonus, vous avez sa dernière série qui est L'Espionne de l'Olympe, où il y a une héroïne. C'est cool. Voilà. Le choix d'être encore... parce que on est après la mort de Thésée, mais on n'est pas non plus si loin après la mort de Thésée. C'était important de rester quand même à une distance... C'est pour qu'il y ait à la fois des mythes relativement connus, parce que quand même l'histoire du Minotaure, de la guerre de Troie, c'est de jouer avec les grands mythes quand même, qu'on ne soit pas trop loin derrière, mais qu'on soit plus vraiment dedans. Parce que là, la marge de manœuvre, elle aurait été plus petite, quoi, en fait. Et puis, j'aime bien aussi, en fantasy, les histoires de monde où la magie est en train de disparaître un peu. Je trouve que ça donne un côté un peu nostalgique et tout, qui est très très cool. Donc ça, j'avoue, c'est des mondes qui me plaisent bien en fantasy, et j'aime bien jouer avec ça aussi. Parce qu'à la fois, c'est un peu nostalgique, la magie qui disparaît, mais d'un autre côté, c'est le moment où les humains prennent la place sur le monde. Et on parlait d'un petit livre à peine connu, il y en a qui ont lu Le Seigneur des Anneaux dans la salle. Non mais mine de rien, Le Seigneur des Anneaux, il y a cette fin où les elfes quittent le monde finalement pour partir. Et pour laisser le monde aux hommes, aux hobbits, etc. Et il y a quelque chose d'à la fois super beau et quelque part super nostalgique et super émouvant dans cette scène. Et c'est vraiment un passage de fantaisie qui m'a beaucoup marqué. Et donc ce passage de relais, un peu de passer d'un âge très magique à un âge peut-être un peu plus humain, je trouve que c'est super intéressant comme période. Et donc je voulais un peu m'inscrire là-dedans aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vont pas mener à des spoils? Parce que c'est un peu le... Je promets, j'essaye de faire le moins de spoil possible. Le spoil sur Dionysos, c'était le seul. Il y a un petit risque de spoil, mais je pense qu'Estelle s'en sortira peut-être. sans spoiler. Ok, vas-y. Moi, quand j'ai découvert le résumé de la dernière Amazon, j'ai beaucoup pensé évidemment à La Voix des Oracles, avec cette histoire de période de transition, la magie qui disparaît, tout ça. Et La Voix des Oracles, tu l'as écrit il y a un petit moment maintenant, il y a pas 10 ans, mais quand même presque. Et Oui, je sais, je suis même. C'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire qu'en tant qu'autrice, tu as évolué entre temps aussi. Est-ce qu'il y avait une volonté de revenir à ce type d'univers, des choses que tu n'as pas pu traiter dans La Voix des Oracles, que tu as voulu faire dans la dernière Amazon? Enfin, quel lien? Mais en fait, tu vois, La Voix des Oracles, alors en gros, c'est à la fin de l'Empire romain, mais c'est quand même super historique. Et c'était déjà du roman historique avec un peu de fantastique dedans.
Alors que là, je voulais de la grande magie, mine de rien. Il y a beaucoup de créatures. Il y a les dieux qui marchent dans le monde, même s'ils sont moins là, ils vont revenir parce qu'il faut. Donc voilà, il y a quand même... quasiment au début, il y a déjà une oracle remontée des enfers. Donc on est beaucoup plus dans de la grande magie, dans du grand fantastique. Et aussi, disons, depuis la voix des oracles, qui, oui, était il y a une dizaine d'années. Hein, ça pique, hein, ça pique. J'ai l'impression que pareil, tu vas me dire aussi, puisque toi tu es du côté Chimène et du côté édition de la Force, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'ai l'impression, on me dirait aussi que le monde de l'édition a évolué, et c'est cool, hein, c'est tant mieux, mais qu'il y a maintenant une place vraiment beaucoup plus grande pour ce young adulte d'aventure, un peu plus libre aussi, tu vois, un peu plus, plus divers, plus varié, qui existait moins en fait il y a 10 ans. On identifie à peine le young adulte en tant que tel il y a 10 ans, et la façon dont le young adulte s'est lié à la fantasy, ça a complètement bougé. Et c'est vrai que la voix des oracles, c'est pas du tout, tu vois, un truc que je renie, au contraire, c'est ma première série qui m'a fait découvrir d'un plus grand public, donc c'est très historique avec un peu de fantastique dedans. Et déjà mon amour de la mythologie, même si c'est plus du côté romain et que c'est plus sage entre guillemets, mais c'était un peu entre l'ado et l'adulte à l'époque. C'était pas du young adulte vraiment identifié comme genre. Et est-ce que je peux faire un truc aussi que les éditeurs aiment pas forcément, mais pas ceux qui sont là, donc ça va. Mais c'est de revenir un peu sur mon parcours. Encore une fois, il y a plein de choses que j'adore dans La Voix des Oracles. Et c'est un livre qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Après, c'est vrai que pareil, le paysage était différent, le lectorat était différent. Et en 10 ans, je trouve qu'on a tous évolué. Je vous mets dedans parce qu'en gros, on est le monde de l'imaginaire et du young adulte, on est d'accord? Voilà. C'est un des trucs que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de statut. Genre d'un côté, il y a les auteurs, et puis de l'autre, il y a les lecteurs. Et puis au milieu, il y a les blogueurs, mais on va bien rester chacun dans sa case. Mais on est vraiment ensemble. Et je trouve qu'on a tous permis, et beaucoup grâce à vous, justement, le public, de faire évoluer aussi le young adulte vers un genre qui est vraiment beaucoup plus riche, beaucoup plus divers et beaucoup plus libre. Et en fait, à l'époque, je faisais La Voix des Oracles. Donc moi, j'ai été élevée dans une famille super à gauche, une mère super féministe et tout, et je croyais que j'étais... Wow, genre, je suis super féministe et tout, donc j'écris une héroïne forte, qui sort des clichés du genre, et avec un personnage masculin qui sort lui aussi des clichés du genre, parce que ça, j'aime bien. Sauf qu'après, en parlant en table ronde et tout ça, je me suis rendu compte que La Voix des Oracles, c'était bien, mais c'est un monde où il y a une héroïne, et autour d'elle, il y a quasiment des hommes. Et alors ça, au Québec, c'est un nom, ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Pas si qui connaissent dans la salle, ouais. Sauf qu'à cette époque, j'en avais même pas conscience, en fait, que je faisais ça. Je me disais, déjà, par rapport à quand moi, j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps, où on avait à peine, on avait rarement des femmes en persos principaux. Déjà, moi, c'était une femme en persos principaux qui n'était pas dans les codes et les clichés, les tropes du genre et tout. Donc, waouh, progressisme. Et je le renie pas du tout, encore une fois, parce que c'est une étape de mon parcours. Je pense que c'est des romans qui ont un intérêt aussi. Mais c'est vrai que depuis, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de portes qui se sont ouvertes dans le monde littéraire comme dans ma tête, que finalement, là, j'ai fait un peu le roman que j'aurais certainement pas fait il y a 10 ans, sur la mythologie grecque, plutôt que sur la fin, quand même beaucoup plus historique de l'Empire romain, en me lâchant à fond, comme je te disais, sur les monstres, sur les créatures, et mine de rien aussi, en me lâchant à fond sur les persos féminins, et j'adore écrire ça, quoi. Et en profitant vraiment de cette liberté qu'en 10 ans, beaucoup, grâce à vous, et aussi les libraires et tout, qui mettaient le genre en avant, le young adulte a acquis. Et quelque part, ça me permet aussi un peu de voir le chemin parcouru, quoi. Et ça, c'est cool. Voilà. On n'est pas censé dire du mal de ces anciens livres, c'est pas vraiment du mal. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je vais relancer 2 secondes. On sent en ce moment que le bateau, beaucoup, hein, parce qu'on voyage beaucoup en bateau. J'y pense là, parce que nous avons une petite lectrice fan de ta série jeunesse chez Nathan, où il y a beaucoup de bateaux aussi. Il y en aura chez les suivants. Bateaux en ce moment. Alors là, je termine un énorme pavé pour adultes qui s'appelle le pavé maritime, qui me suit, lui, depuis bientôt 15 ans, qui a énormément changé en 15 ans, et c'est tant mieux. Si certains savent peut-être dans la salle, là, notamment l'année dernière, j'ai dirigé avec une super autrice qui s'appelle Floriane Soulas, qui est trop cool, une ento d'horreur. Et donc là, le pavé maritime est aussi en train de bien flirter avec l'horreur, j'adore ça. Voilà, bon, juste il faut que je termine vraiment, là, ça commence à être un peu urgent. Et puis, une
Donc là, ouais, il y a beaucoup de Il y a bateaux. beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux, voilà, ça se passe au XVIIIe siècle, dans une ambiance corsaire et pirate. Et ça se passe sur 3 océans, 5 ou 6 mers. Je me suis embarquée sur un vrai tournoi pour ce livre. Je suis allée jusqu'à l'océan Indien pour ce livre, jusqu'à Valparaiso et tout. Enfin, et là, il faut vraiment que je le finisse, genre à peu près dans le mois, à peu près. Donc, ouais, c'est chaud. Et non, mais là, je suis dans la fin. Je bossais dessus aujourd'hui encore. Je suis dans la toute dernière partie et tout, mais je sais pas si vous voyez, s'il y en a qui écrivent, quand vous êtes dans un très gros projet et vous êtes à la fin et que vous n'avez pas envie de finir, et en même temps vous avez envie de finir pour donner le livre au monde, vous n'avez pas envie de finir parce que vous n'avez pas envie de quitter votre univers, quoi. Enfin, j'ai toujours ça à la fin des livres en fait, c'est toujours un peu un déchirement entre je veux tellement que ce livre existe et en même temps je veux rester un peu plus dans l'univers parce que je les aime. Voilà, bon bref. Et puis après, ben, je reviens dans les terres du young adulte parce que c'est trop cool. Et parce que j'ai encore beaucoup trop dit dans le livre. Et il y aura encore des bateaux parce qu'il y a quand même une tendance en ce moment. Il y aura moins de bateaux. Parce que par moment, il faut que je me renouvelle quand même. Il y aura moins de bateaux, mais je vais aller vers un monde, une époque, un univers que j'aime beaucoup et que j'ai jamais vraiment travaillé en roman. Ouais, ça sera de la nouveauté un peu parce qu'il faut bien que je me renouvelle quand même. Et donc on en a déjà discuté avec les éditeurs. Et sans du tout faire de spoiler, un des trucs qui font que j'adore l'éditeur avec qui je vais bosser, c'est qu'il m'a dit non mais tu pourrais quand même mettre encore plus de femmes dans ce roman et les mettre encore plus en avant. Et j'ai dit oui. Il y a des raisons pour lesquelles j'aime ce livre. Pour la magie de l'archipel, il y a combien de tomes de prévus? Il y a 4 tomes, le 4e il est déjà écrit, il est déjà corrigé. Et là on est en train de préparer les illustrations avec Florence qui est ma super éditrice. Est-ce qu'il y a une autre question où j'ai pas deviné quelle est la question et il faut que vous la posiez vous tout seul? Non? Rien? Personne? Est-ce qu'il y a des questions sur Instagram? Instagram, c'était est-ce qu'il y a des projets pour les prochains romans? Oui. Donc je pense Donc, que c'est un peu c'est un petit on a peu répondu la déjà. réponse. Voilà, le pavé maritime, ensuite retour au young adulte, donc dans un univers, pour le coup, j'ai jamais abordé un roman, mais genre jamais. Et que j'ai trop hâte d'aborder un roman parce que c'est un univers dans lequel j'adore lire des trucs et ça va être trop bien, voilà. J'ai déjà le synopsis, j'ai déjà trop hâte de l'écrire. Personne, vraiment. Si. Plus d'un point de vue écriture, comment on jongle entre entre ces différents univers, ces différentes tranches d'âge aussi pour lesquelles on écrit, même si on peut tout à fait lire de l'un à l'autre quand on est adulte, mais comment ça vous influence aussi, Disons, quand j'avais ton âge, je sais pas si tu sais ce que tu veux faire plus tard. Alors, moi je savais juste que je voulais raconter des histoires. Donc mes parents me disaient que c'est pas un vrai métier. Ils avaient raison. J'ai beaucoup de chance. Et je savais aussi que je voulais voyager et surtout que je voulais jamais m'ennuyer parce que je m'ennuie très facilement. Et mine de rien, j'ai trouvé un métier où effectivement je m'ennuie pas parce que si j'étais tout le temps dans le même univers ou dans la même tranche d'âge, bah, j'aurais trop peur de vous raconter tout le temps la même histoire. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fallu 10 ans, donc comme on disait tout à l'heure, désolée, mais C'est pour toi, hein, ça va. non mais je veux pas te mettre sur la scène, voilà. Mais pour mine de rien passer ne serait-ce que de la Rome antique très historique à un truc très mythologique grec pour avoir toute cette évolution là, quelque chose de nouveau à apporter en fait. Et voilà, je veux surtout pas. Déjà j'ai plein d'univers dans la tête, il y a plein d'univers que j'ai envie d'explorer. Et par exemple mon prochain univers du young adulte, c'est un truc. En fait je lis énormément dans ces univers là et je n'ai jamais fait un livre. Parce que j'avais pas l'idée non plus, j'avais pas le déclic. Et puis à un moment, donc suite à certaines circonstances que je vous raconterai si tout va bien dans quelques temps, j'ai toute l'histoire qui m'est apparue dans cet univers-là. C'était ma première histoire dans ce genre d'univers. Je me suis dit mais oui, il faut que je l'écrive. Voilà. Et il y a plein d'univers que j'adore explorer en tant que lectrice. Je veux dire, je pense qu'avant d'être autrice ou peut-être libraire, on est des lectrices quand même. Et donc, ouais, et en plus de faire des livres très différents, ça fait que chaque livre, je peux aller à fond dedans. Et là, vraiment, je m'étais dit, je vais faire un grand voyage mythologique, absolument, voilà, magique, coloré, tout ça, j'y vais à fond. Et là, au contraire, dans le pavé maritime, ça va être super âpre, super sombre, borderline horrifique. Et j'y vais à fond aussi, quoi. Et c'est ça, en fait, que j'adore.
en explorant plein d'univers, c'est qu'à la fois je me fais plaisir, et puis en même temps je peux à chaque fois faire chaque roman à 200% en fait. Parce que je ne garde pas des cartouches pour le prochain roman, puisque le prochain roman ce sera autre chose. Et quelque part aussi, ça fait quand même, c'est un métier, j'ai la super chance d'en vivre, mais ça veut dire qu'il faut quand même que j'écrive pas mal. Et donc, bon, j'ai pas des masses de vacances, on va dire, mais quelque part, ça fait que je me lasse pas. Et c'est une question que me posent parfois mes amis, surtout ceux qui sont pas du côté littérature, ils me disent ouais, mais est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as pas marre d'écrire en fait? Et alors peut-être que ça viendra un jour, hein, je sais qu'en plus le burn-out il est toujours là, pas très loin de nous et tout, et qu'il faut faire gaffe. Mais pour l'instant, j'ai la chance que plus j'écris, plus j'aime écrire. Et je crois que c'est beaucoup grâce à ça. Grâce à cette chance que j'ai de faire plein d'univers différents en fait. Donc quelque part, c'est pas le même travail tout le temps quand même. Une dernière petite question. Instagram. Comment faites-vous vos recherches pour écrire? De manière absolument chaotique et absolument passionnée. Alors en gros, ça peut... donc c'est un mélange évidemment de livres, parce que les livres c'est cool. Et les livres par moments me font aller sur internet, internet me renvoie vers des livres, de documentaires aussi en vidéo, parce qu'il y a plein de choses. Par moments c'est même des documentaires que je vois, par exemple sur Arte, il y a plein de documentaires sur Arte, c'est cool, donc je les vois, et ça me donne des idées pour écrire des livres. Et puis ça fait une très bonne excuse aussi, les livres, pour craquer pour plein de documentaires. Donc c'est bien. Grâce à la liseuse, je peux maintenant lire des documentaires en anglais sans que ça me coûte un demi-bras. Donc c'est bien. Et puis aussi, j'ai la chance sur Paris d'avoir... On a quand même une ville ici où il y a plein de librairies, de musées, de bibliothèques. Alors s'il y en a qui font du documentaire pour leur roman, s'il y en a qui font de la documentation, les librairies musées, on les néglige trop souvent, alors que franchement, vous pouvez y trouver des trucs très très cool et très très pointus. Après, dans ma documentation, il y a aller parler aux gens qui s'y connaissent et faire relire aussi, parce que avoir des relecteurs sur certains points, pour moi, c'est important. Et ça fait partie de la documentation et souvent, ça aide en plus à aller plus loin. Donc, et puis, il y a des personnages que moi, je ne me sentirais pas d'écrire, j'ai pas l'expérience pour, même avec toutes les recherches au monde, donc je trouve que c'est bien de se faire relire. Voilà, pour ça. Et d'avoir des avis cool. Et puis aussi, quand je peux, je voyage dans les pays sur lesquels j'écris, parce que ça permet d'avoir le feeling du pays vraiment. C'est-à-dire les ambiances, les sensations. Vraiment de pouvoir retranscrire beaucoup mieux visuellement ce que donne un pays. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je peux. Et donc oui, derrière ce livre, il y a des voyages en Grèce. Donc derrière le pavé maritime, il y a des voyages aussi. Et par moments aussi, quand c'est dans des pays dont je parle la langue, quand je voyage dans des pays dont je parle la langue, je vais rasier une librairie là-bas et trouver des références que je n'aurais pas forcément trouvées en France ou en métropole dans le cadre de la Réunion. Et ça, c'est... Disons, c'est vrai que quand je voyage pour mes livres, je m'aperçois que souvent ici, on a quand même... maintenant, c'est chaque pays, c'est normal, mais on a une vision qui est très franco-français, voire métropole françaiso-centrée, quoi. Et en fait, ce qui, pour nous, dans l'histoire qu'on a appris à l'école, est super important et le centre du monde, c'est juste un petit truc périphérique pour d'autres gens, et leur centre du monde, à eux, c'était pas du tout ça à la même époque. Et pour ça, c'est vrai que pouvoir un peu prendre de la distance, même géographique, quand c'est possible, c'est très cool et ça aide bien aussi. Donc, voilà. Donc après, c'est pas un premier appel. Finalement, j'ai une question, je peux? Du coup, si ça se passe plutôt dans pourtour méditerranéen, un peu partout, est-ce qu'il y a la mythologie grecque côtoie d'autres mythologies? Par exemple, l'égyptienne. Alors, c'est pas en fait, il n'y a pas tant de lien avec l'égyptienne, mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus avec la mythologie perse, il va y avoir un peu d'aller-retour. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir, oui, aussi. Donc, là, en tout cas, dans la partie de la mythologie grecque que j'utilise, ça va être vraiment les allers-retours avec la mythologie perse. Et ça, plus on avance dans le livre, en fait, plus on avance vers l'Est, et plus on va voir ça. Mais parce que de toute manière, tout pourtour méditerranéen, c'est des mythes, des légendes qui sont pour eux, quoi. Et c'est dans la série Les Magies de l'Archipel, même si c'est de la fantaisie, c'est un monde qui est super inspiré de tout ce qu'est la mer Méditerranée. Et là, pour le coup, l'inspiration de base, mais après, c'est de la pure fantaisie pour le coup, mais c'est un peu le califat omeyyade, s'il y en a qui connaissent. Donc on est plus là du côté, par contre, fin de Moyen-Âge, début Renaissance. Mais évidemment, quand on brasse le pourtour de la Méditerranée, comme dans la Voie des oracles aussi, c'est des mythologies qui sont communes
voilà, sur toute une mer en fait, et qui s'échangent dans la voie des oracles, qui est donc Empire romain pour tour de la Méditerranée. On va à Carthage parce que j'ai super envie d'aller à Carthage. Voilà, donc, et c'est vrai que ça, voilà, enfin, on voit Baal, on voit Tanit aussi, parce que c'est des figures mythologiques qui étaient connues de toute manière aussi de l'Empire romain, qui jouent dans cette époque. Donc on ne peut pas se limiter juste à ce qui est la France aujourd'hui, ou même ce qui est l'Europe aujourd'hui, quand on joue avec les mythologies méditerranéennes, c'est pas possible. Et c'est tant mieux, hein, parce que comme ça c'est plus vaste, c'est plus intéressant. Alors si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser pendant la dédicace. Merci d'être venu, merci Estelle pour ce bouquin et pour cette... Merci à toi et puis merci à vous. Merci. Et puis vraiment, surtout s'il y a un truc que, voilà, de la question que Chimène a permis de mettre en valeur, c'est en tant que lecteur, lectrice, blogueur, blogueuse, etc., sous-estimez pas votre force, parce que le milieu du livre, c'est aussi ce que vous en faites. Et si vous avez envie de mettre des thématiques en avant, si vous, il y a des choses qui vous manquent, s'il y a des choses que vous aimez, et quand vous le dites, et surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux, mais aussi des salons, des dédicaces comme ici, quand vous dites ce que vous cherchez dans des livres, quand vous dites ce qui vous manque, vous avez vraiment le pouvoir de faire évoluer ce milieu. Et ça, c'est entre vos mains aussi maintenant. Et j'ai l'impression qu'en plus, sur une adulte, ce pouvoir, vous le prenez vraiment, et c'est très très cool. Donc voilà, merci, et n'hésitez pas. Merci, bonsoir Instagram.